Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette 300e rencontre, un endroit où aller, où j'ai l'immense bonheur de recevoir Alexis Ragougnou. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Vraiment une joie de vous recevoir parce que votre roman Palimpseste, sorti le 17 août dernier pour la rentrée littéraire, a été un de mes choix de rentrée. Donc je suis très heureuse de pouvoir en parler ce soir avec vous. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui nous regardent, qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Discuter ou directement en commentaire sur la page Facebook. Alors je le remontre, Palimpseste. Quel titre, quel visuel. Alors, c'est sorti aux éditions Viviane Ami, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est très important. Quel visuel et quel titre? Est-ce que ça vous est venu? Est-ce que vous êtes parti de cette image-là pour écrire le livre ou c'est après qu'elle vous est venue? C'est une photo, je sais pas. C'est même l'œuvre d'un artiste Ouais, anglais, ça imaginez-vous, montre c'est ça en très grand. chic, qui a fait cette création exprès pour la couverture du livre. Mais non, en fait, la couverture est arrivée à la toute fin, c'est-à-dire quand le manuscrit a été terminé et que toute la chaîne de l'édition s'est mise en marche. Par contre, le titre est arrivé à la fin du premier jet, à la fin du premier manuscrit. Pendant les 2 années de travail, le titre de mon roman, c'était Europa, parce que justement, mon projet de départ, c'était de mettre en scène un déraillement à l'échelle européenne. Et puis finalement, voilà, quand on arrive au bout du livre, qu'on a une vision globale de l'ensemble, j'ai pensé que le titre Palimpseste serait meilleur parce qu'il représentait davantage la démarche d'écriture et puis aussi ce qui se passe concrètement dans le roman. Alors, est-ce que c'était important d'avoir une mémoire européenne, justement, à travers ce livre? Pourquoi cette mémoire européenne? Oui, c'est même le projet initial, hein, c'est-à-dire que finalement, tout tourne autour de l'idée de réécriture de l'histoire, de manipulation de l'histoire à des fins politiques. Donc, qui dit manipuler l'histoire dit manipuler nos mémoires collectives. Et ce phénomène-là, eh bien, on le trouve non seulement à l'échelle européenne, mais on le trouve aussi en Russie. On le voit bien actuellement, avec Poutine qui réinvente à la fois l'histoire russe et l'histoire ukrainienne. On le voit ou on l'a vu aussi beaucoup aux États-Unis, avec notamment pendant la présidence de Donald Trump. Mais on le voit beaucoup en Europe. Et finalement, mon projet d'écriture s'est déplacé au fil des mois de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire que au départ, je suis parti, ce dont je vous parlais, de la réécriture de l'histoire en Russie. Peut-être on ira un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, j'ai constaté aussi qu'on réécrivait l'histoire en Pologne, en Hongrie, notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à des fins plutôt de propagande nationaliste. Et puis ma réflexion s'est déplacée comme ça de plus en plus vers l'Ouest, c'est-à-dire qu'à l'époque où je commençais à travailler sur ce projet, euh, il y avait Salvini en Italie, donc qui aussi avait un rapport particulier à l'extrême droite et au fascisme, évidemment. Ces questions-là se posaient également en Autriche, où il y avait un gouvernement de coalition avec l'extrême droite, un petit peu en Angleterre avec Boris Johnson. Et puis, on est arrivé aussi au début de la campagne présidentielle en France, où on avait un certain nombre de personnages, notamment Éric Zemmour, mais aussi d'autres. Il y avait Philippe de Villiers, il y avait aussi, on va dire, un historien autoproclamé, Laurent Deutsch, qui a une vision un petit peu fantasmée de l'histoire de France. Bref, je constatais que c'était un phénomène à l'échelle européenne. Et c'est à cette échelle-là que moi, j'ai voulu me mettre dans mon roman, la réécriture de l'histoire à l'échelle européenne, avec des différences de pays à un autre. On a aussi des points communs dans cette volonté de manipuler la mémoire collective. Alors, il y a aussi beaucoup de questions d'écriture. Moi, j'ai trouvé ça, je vais vous le dire, très brillant parce que c'est le pouvoir de l'écriture, ce qu'elle nous pousse à faire, et surtout un bel hommage à la création de votre livre. En une minute, vous diriez quoi? Que ce sont les confessions de votre héros qui s'appelle Simon Cass? Est-ce qu'on peut parler de confession, puisque c'est lui qui parle, c'est lui, c'est à la... Oui, c'est lui qui parle. Mmh. Oui, c'est une confession, mais ce n'est pas le mot qui me viendrait spontanément. C'est un jeune garçon qui a 19 ans
qui exerce la profession de troll, et pas troll dans les forêts scandinaves, troll sur Internet, c'est-à-dire qui répand des horreurs, des fake news, Ouais. au service d'un gouvernement populiste, national populiste. C'est un garçon qui a grandi avec les réseaux sociaux, qui a grandi avec un écran dans sa poche et un écran devant lui. Et puis, il va être amené justement à prendre un stylo à l'ancienne, même un stylo plume. Il se fout de l'encre partout sur les doigts parce qu'il découvre un petit peu l'usage. Et il va être amené à raconter l'histoire non seulement de sa famille, mais aussi en même temps l'histoire de son pays, en fait, en tout cas des dernières années. Et justement, c'est en écrivant qu'il arrive à reconquérir une forme de liberté et à prendre conscience de son enfermement. Donc, plus qu'une confession, je crois que c'est un retour à la liberté de la part d'un jeune garçon qui était enfermé. Enfermé peut-être dans les réseaux, mais aussi enfermé dans un système politique. On n'est pas loin du totalitarisme, hein, dans mon roman. Alors, vous êtes sympa parce qu'au début du roman, vous donnez la définition de palimpseste. Donc, ça, Toujours c'est bien. sympa. Voilà. Mais alors après, quand on ouvre, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de paragraphe. Pourquoi ce parti pris? C'est d'un bloc. On prend un bloc, il y a 320 pages. Alors, je rassure tous les lecteurs qui nous écoutent, c'est vraiment, il n'y a aucun souci à rentrer dedans. Il y a aussi, j'ai envie de dire, un petit gros mot derrière. Il y a dystopie. Alors, gros mot, entre guillemets, ça fait peur, dystopie. En plus, moi, je trouve que c'est paradoxal parce que la dystopie, elle est tournée vers le passé. En général, la dystopie, c'est plutôt vers le futur. Que s'est-il Oui. passé, Alors, Alexis? il y a deux choses. La première, oui, le roman est écrit d'un bloc, c'est-à-dire qu'on ne saute pas de ligne, il n'y a pas de saut de paragraphe, il n'y a pas d'alinéa, il n'y a rien. C'est 300 pages d'un bloc. Et j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Non. Parce que il y a quand même des chapitres. En fait, Simon écrit sa confession, c'est le mot que vous utilisiez tout à l'heure, et il écrit cette confession sur un livre, qui est un livre qui a été écrit par son père historien. Donc concrètement, Simon, avec son stylo, qui est d'ailleurs celui qui appartenait à son père, écrit entre les lignes d'un autre livre qui a été écrit par son père. Et de temps en temps, quand cette confession, qui est une espèce de torrent verbal, s'interrompt, c'est-à-dire quand Simon a besoin de reprendre un peu d'air, eh bien, on voit réapparaître des morceaux, des bouts de paragraphes du texte du père, du texte donc de ce livre d'histoire qui a été écrit par le père. Et en fait, ces inserts à l'intérieur de la confession de Simon forment des ruptures et en fait forment tout simplement des espèces de bornes, des espèces de frontières entre ce qu'on pourrait appeler des chapitres en fait. Donc au début ça fait peur un petit peu, mais finalement on comprend rapidement le mode d'emploi et finalement il y a des chapitres, il y a des parties, il y a même des sous-chapitres qui sont délimités par des définitions du dictionnaire. Et ça peut-être on en parlera tout à l'heure. Alors l'autre chose c'est la dystopie. Oui en effet les dystopies, c'est plutôt tourné vers l'avenir, vers un futur en général assez sombre. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut définir mon roman comme une dystopie? Finalement, je me suis dit oui, parce que j'ai respecté toutes les règles de fonctionnement des grands romans dystopiques, hein, comme Orwell, comme Zamyatin, comme Huxley, voilà, tous ces romans qui nous ont marqués et qui présentent l'avenir de façon très sombre. Moi, j'ai respecté les règles. La première étant, comme je viens de le dire, qu'il s'agit d'un personnage enfermé qui va reconquérir sa liberté par le biais de l'écriture, qui va reconquérir sa liberté individuelle. Donc ça, cette règle est respectée. Il y en a d'autres, par exemple, souvent dans ces dystopies-là, on a le personnage féminin qui est un petit peu ambigu, c'est-à-dire qu'on a un personnage principal masculin en général qui tombe amoureux d'une femme, et on ne sait jamais trop si cette femme est là pour l'aider à reconquérir sa liberté ou bien pour le trahir. Dans mon roman, il y a aussi un personnage qui est celui d'Audrey, dont on ne sait pas trop quel est son rôle en fait. Mais vous avez raison de dire que c'est une dystopie qui est non pas tournée vers l'avenir, mais qui est tournée plutôt vers l'histoire, c'est-à-dire vers notre mémoire collective en fait, la mémoire collective
à l'échelle d'un continent. Ouais. Alors, Simon Casse, donc c'est son nom, il a aussi un pseudo, on le verra après. Alors, il a un père qui était archéologue historien et une mère qui est actrice qui va devenir le rôle principal d'une série un peu violente où elle va incarner une policière. Pourquoi avoir choisi, j'imagine que ces métiers sont ne sont pas là par hasard, pourquoi ils sont aux antipodes moi je l'ai compris, aux antipodes de Simon, ses parents, ses professions. Est-ce qu'il y a un but, est-ce qu'il y a un message derrière ces deux personnages? C'est l'histoire de l'Europe, mais c'est aussi, on change complètement d'échelle, c'est aussi une histoire de famille, en fait. Et une histoire de famille réduite à sa plus petite forme, c'est-à-dire le père, la mère et un enfant, le fils. Et c'est une famille qui vole en éclats, en fait, et pour plusieurs raisons. On va dire des raisons internes et puis des raisons externes. Les raisons internes, probablement la plus basique, c'est que les parents ne s'entendent pas, en fait, parce qu'ils sont trop différents. Le père est complètement investi par sa mission d'historien et d'archéologue, et en plus, il va trouver un nouveau projet. À la base, il est archéologue gréco-romain et archéologue subaquatique. Donc, en fait, il plonge dans le Rhône, dans la Méditerranée, pour remonter des amphores, des statues. Et puis, il va se prendre de passion pour un ancien camp datant de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est loin de l'Antiquité gréco-romaine, mais il découvre les vestiges d'un camp en Camargue, qui est le camp de Salières, qui est un camp qui a réellement existé. Et il va devenir littéralement obsédé par ce camp-là, c'est-à-dire exhumer les traces d'un passé enfoui. Et il va en oublier totalement sa famille et en particulier son fils, qui est à un âge jeune adolescent où il a particulièrement besoin de son père. Ça, c'est la première raison de l'éclatement de la famille, en fait. La deuxième raison, vous en avez parlé, c'est lié à la mère, qui au départ est une comédienne de théâtre plutôt pointue. Elle va faire des stages en Europe de l'Est. Elle vraiment, c'est une théâtreuse pointue. Et puis, elle n'a pas de boulot, en fait. Donc, elle tourne des publicités dans des supermarchés pour le Gouda industriel. Et c'est en faisant l'une de ces publicités pour du fromage industriel qu'elle se fait repérer et qu'elle va passer un casting pour intégrer une série policière. Et même elle décroche le premier rôle. C'est une série policière ultra violente. Et elle endosse le rôle d'une commandante de police très violente et qui fait surtout des cartons sur des gens au teint basané, en fait. C'est-à-dire que toute l'idéologie derrière cette série policière, c'est une idéologie d'extrême droite qui épouse le programme politique du parti au pouvoir, qui encore une fois est un parti national populiste. Le nom de ce parti, c'est Vox Populi. Voilà. Donc, la mère se fait aussi totalement aspirer par son succès parce qu'elle devient une superstar sur Internet et elle aussi, en fait, délaisse son fils. Et donc, Simon se trouve délaissé, seul face à ses écrans. Et c'est comme ça, dès l'adolescence, en fait, qu'il va développer, qu'il va même libérer cette forme de violence qu'il a en lui. Il va la libérer en la déversant sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que de fil en aiguille, il devient troll. Voilà. Ça, c'est les raisons internes. Et puis, il y a des raisons externes qui sont justement le déraillement, le basculement de son pays et même de son continent vers un populisme qui va affecter tout le monde et qui va affecter tout le monde, y compris à l'échelle intime, à l'échelle familiale. Donc, en fait, le projet de ce roman, et c'était déjà le cas dans d'autres de mes romans, c'est de mélanger les échelles entre, on va dire, le noyau familial, donc l'intime, le petit, et puis quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est-à-dire l'échelle d'un pays entier, voire même l'échelle d'un continent entier. Alors Simon, moi je ne l'ai pas trouvé très sympathique au tout début. Alors c'est vrai qu'il est un peu tiré, donc il est troll, donc il écrit des fake news qui vont lui servir à faire réélire donc Vox Populi, si j'ai bien tout compris à votre roman. Et d'un autre côté, il cherche la vérité sur son père, quoi, la vérité. Il cherche des choses sur son père. Et donc il va réécrire. Pourquoi réécrit-il à l'encre rouge? Justement, je vais vous poser cette question parce que
Est-ce que ça n'aurait pas été plus discret de réécrire? Parce que j'imagine que quand on veut réécrire des choses, surtout sur un livre, est-ce que ça ne serait pas plus discret de le faire? En général, ils sont écrits en noir, quoi. Ils sont imprimés en noir. Pourquoi en rouge? Pourquoi cette couleur rouge? D'abord parce on est dans une période où il n'y a plus d'encre, en fait. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'encre. Si on calcule un petit peu 2030, c'est ça? dans mon roman, c'est ça, on est d'ici 2 quinquennats, en fait. Donc, on est au début des années 2030 ou vers le milieu des années 2030. Et on est totalement absorbé par les écrans. Et en fait, c'est devenu difficile de trouver du papier pour écrire et de l'encre pour faire fonctionner ces vieux objets que sont des stylos-plumes. Et donc, Simon a trouvé sur un site qui s'appelle vieuxtrucs.com une dernière bouteille d'encre, et puis en l'ouvrant, il constate qu'en s'en foutant partout sur le doigt, il constate que c'est rouge en fait. Alors on pourra dire que c'est son sang qu'il répand sur la page, mais il y a une raison très simple, hein, c'est vraiment qu'on n'en trouve pas. Et de même pour le papier, on peut écrire sur des prospectus qui restent un petit peu, ou des emballages de plats cuisinés, mais du papier blanc pour écrire, c'est difficile. Pourtant, vous Donc, écrivez que le papier est une valeur sûre. Vous l'écrivez dans votre roman. ouais, c'est une valeur sûre parce que finalement, se confier au papier, c'est le dernier moyen de ne pas être surveillé, en fait. C'est-à-dire que si on se confie à un appareil qui est connecté à un réseau quelconque, on peut se faire pirater et on peut voir ses pensées investies par d'autres. Donc, finalement, le retour au papier, c'est aussi une garantie de garder le secret sur ses pensées, en fait. Oui, parce Donc, qu'il au le cache, départ, il cache des choses dans ce livre, oui. oui, c'est des confessions. Finalement, il va développer son esprit critique, en fait, en écrivant. Et cet esprit critique, c'est quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement en place, à Vox Populi, d'autant plus que Simon est troll et qu'il travaille pour Vox Populi. Donc, c'est un employé, en plus, du gouvernement. Donc, finalement, ce n'est pas du tout une vision passéiste de l'écriture. Il ne s'agit pas de revenir au papier ou au stylo Oui, pour oui, tout à revenir fait. en arrière. Mais au départ, quand on écrit un roman, on doit aussi se concentrer sur des choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire la situation dans laquelle le personnage se trouve. La situation de départ, qui était la mienne quand j'ai commencé à écrire ce roman, c'est que Simon Casse fait ses recherches, ses investigations sur le livre de son père à la Bibliothèque nationale, donc Très important, ça. la bibliothèque Mitterrand, en tout cas on l'appelait comme ça au départ. Et donc, il écrit dans le livre de son père avec un stylo. C'est très concret, hyper concret. Il écrit en secret, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans 10 ans, on n'a pas le droit d'écrire dans les livres de la bibliothèque. Donc, il doit le faire en douce. Je suis d'accord avec vous, à l'encre rouge, ce n'est pas hyper discret, mais pour se planquer, pour se cacher de la bibliothécaire qui lui apporte le livre tous les matins, Simon va chercher dans les étagères des dictionnaires, probablement assez poussiéreux parce qu'on ne les utilise plus, et il se fait une espèce de muraille de dictionnaires et de manuels de conjugaison autour de lui, au départ pour se cacher, pour pouvoir consulter le livre de son père et écrire dedans tranquillement. Et puis, finalement, pour se donner une contenance au départ, il va être amené à ouvrir l'un de ses dictionnaires ou l'un de ses manuels de conjugaison, et ça va lui ouvrir des portes extraordinaires, premièrement vers le langage, le vocabulaire, deuxièmement vers l'usage des temps du passé. C'est-à-dire que de redécouvrir dans ce manuel de conjugaison qu'il ouvre un peu par hasard au début, redécouvrir comment on utilise les temps du passé, lui rouvre les portes de la mémoire, à la fois de la mémoire collective nationale et de la mémoire de sa famille. Alors, le temps est très important dans votre livre. Déjà, c'est la tour du temps, là où il va consulter le temps des verbes, de la conjugaison aussi que vous employez. Est-ce que vous avez, vous, déjà essayé d'écrire entre les lignes d'un livre? Est-ce que vous avez fait l'exercice chez vous? Alors, ne le faites pas en bibliothèque, ceux qui nous regardent, parce que c'est strictement interdit. Puis ce serait sacrilège d'écrire sur un livre. Est-ce que vous avez déjà essayé d'écrire entre les lignes d'un livre? Mais oui, j'ai essayé. C'est une idée en fait que j'avais eue déjà il y a
assez longtemps sur un autre de mes projets. Et en fait, c'est un projet qui date de plus de 10 ans, où vous aviez un personnage qui écrivait entre les lignes du Nouveau Testament. Et donc déjà, à l'époque, j'avais essayé, avec un stylo avec une ligne très fine. Et là, je crois même que Simon, au début du livre, a mesuré l'intervalle entre deux lignes. Donc, il donne le nombre de millimètres et il donne la place qu'il a pour écrire en patte de mouche. C'est le terme qu'il utilise et qu'il va chercher dans le dictionnaire. Donc, si on cherche à être un peu réaliste, c'est totalement impossible à faire, surtout sur plusieurs centaines de pages. Et là, on est dans le domaine du roman. Et je crois par contre que même si ce n'est pas forcément réaliste, pas forcément faisable, je crois que c'est une image assez puissante d'avoir ce jeune garçon qui écrit en patte de mouche, c'est-à-dire vraiment une écriture qui est presque illisible, presque pour lui-même, je veux dire, qui écrit entre les lignes d'un livre écrit par son père. Il y a aussi un côté un peu quasi psychanalytique. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'être au milieu, de s'entourer des livres, c'est une façon aussi de se réapproprier le langage? Oui, c'est exactement ce qui se passe pour Simon, en fait. C'est-à-dire que de rouvrir ses dictionnaires et ses manuels de conjugaison, ça lui permet de redécouvrir certains mots. Je dis bien redécouvrir parce qu'il les connaît, ces mots-là. Mais en ouvrant le dictionnaire, il redécouvre toute la variété, tous les différents sens d'un même mot. Moi-même, quand j'ai écrit ce roman, j'ai beaucoup joué avec des dictionnaires. Alors, c'était des dictionnaires en ligne, mais donc le principal que j'ai utilisé, je l'indique au début du roman, c'est le dictionnaire du CNRTL. Et c'est un dictionnaire en ligne, mais incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à se dire soi-même face à son écran, oh, c'est incroyable les différents sens d'un même mot, et de redécouvrir toute la finesse du vocabulaire français. Je crois que ça permet réellement de conquérir une forme de liberté, c'est-à-dire que plus son langage et donc plus sa pensée est précis, plus notre liberté est grande. L'un des messages de ce roman, s'il y en a un, c'est ça. Plus on maîtrise nos mots et notre langage, plus on maîtrise sa pensée, plus elle est précise et plus on reconquiert sa liberté. On en a parlé tout à l'heure. Dans votre roman, il y a des définitions. Alors, si j'ai bien compté, je crois qu'il y en a 37 de mémoire. N'allez pas recompter, mais je les ai comptés. Donc, vous les mettez en gras, donc ce sont des mots. C'est une figure de style, ça vous a bien envie de faire ça? Alors, on ne va pas trop divulguer, il y a un sens, hein, ces mots ne sont pas là par hasard. Alexis Ragonneau ne s'est pas dit, je vais mettre 37 définitions dans mon livre comme ça. Elles ont un sens, elles apportent quelque chose au texte, mais pourquoi les avoir fait ressortir comme ça? Alors, effectivement, donc on a un bloc, on a des chapitres, des faux chapitres qui se décident, et on a ces définitions aussi qui Oui, reviennent. oui. Alors, elles ne sont pas là par hasard, évidemment, c'est-à-dire qu'elles aident Simon à préciser sa pensée, à avancer dans son récit, dans sa confession et à reconquérir sa liberté. Mais c'est aussi un petit peu comme un peintre qui met sur sa palette telle ou telle couleur. C'est-à-dire qu'en fait, les trois parties du texte, c'est-à-dire 1, la confession de Simon, 2, les extraits du livre d'histoire du Père, et 3, les définitions, ces trois parties du texte dialoguent entre elles, en fait. Et donc, tel ou tel mot dont Simon va chercher la définition va nécessairement représenter son humeur du moment, refléter son humeur, mais aussi probablement la couleur du chapitre qui va suivre ou du chapitre précédent. Donc finalement, ce sont aussi des sortes d'indications pour le lecteur sur oui, la couleur, la tonalité du moment dans le roman. Alors après, pour que ce soit clair à lire, parce qu'on a vraiment eu, avec Lise Chastelou, mon éditrice, on a vraiment eu ce souci de clarté chez Viviane Ami pour le lecteur. Et donc, on a choisi, enfin c'est surtout Lise qui s'est amusée à ça, on a choisi 3 typos différentes. Et je dois dire que moi, quand j'ai vu le résultat sur les premières maquettes, je trouvais ça génial, en fait. Et Non, notamment les extraits du livre du Père, donc du livre d'histoire sur le camp de Saliers, le camp de la Deuxième Guerre mondiale.
Lise me disait, on va choisir une typo très sciences sociales, comme ça. Très typo histoire, livre d'histoire. Et donc, c'est quelque chose d'assez rigoureux, d'assez austère. Et finalement, le choix de la typo reflète aussi un petit peu qui était le père de Simon. C'est-à-dire qu'en lisant ce texte dans cette typo un peu raide, on devine bien qui était le père de Simon, c'est-à-dire aussi quelqu'un d'un peu raide. Et donc, derrière, on comprend aussi les relations père-fils qui n'étaient probablement pas hyper simples. Voilà. Donc, il y a plein de manières, en fait, d'indiquer au lecteur juste oui, un peu des touches de couleur avec les définitions, ou même avec les typos, on peut mettre le lecteur dans une sorte d'ambiance et lui faire comprendre bien des choses. Ça évite aussi, finalement, pour le romancier, d'être trop explicatif et de trop pré-mâcher le travail pour le lecteur, parce que c'est toujours important de laisser une place à l'imaginaire du lecteur. C'est même le principe même du roman. Ça représente quoi pour vous, la littérature, l'écriture? Soyons simples, hein, ça représente ma vie, c'est-à-dire que je ne fais que ça et ça a été une sorte de boussole depuis l'adolescence, en fait, c'est-à-dire depuis la découverte des premiers romans qui m'ont passionné. C'est quelque chose qui m'a aidé à me construire, c'est ma colonne vertébrale. Et c'est aussi une façon d'envisager mon rapport au monde et mon rapport aux autres, en fait. C'est-à-dire que là, je parle plus en tant que lecteur, finalement, qu'en tant que romancier. Euh, le roman, c'est un objet, c'est une sorte d'interface avec les autres, en fait. C'est un objet qui permet et suscite le dialogue. Et est-ce qu'on peut tout écrire? Et on peut tout écrire, on peut écrire sur tout, euh, mais tout dépend de la façon, en fait. C'est plus ça, c'est-à-dire que c'est pas tellement le sujet qui compte, c'est plus la façon de le faire. Il y a cette autre question qui est un peu sous-jacente, vous savez, on en reparle souvent, c'est est-ce qu'on peut rire de tout, est-ce qu'on peut rire des choses tragiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, on peut écrire des romans surtout, c'est même cette liberté-là que nous donne le roman. Après, il y a la question du respect, de l'honnêteté, de la probité de l'auteur. J'ai cette expression un peu cliché peut-être, mais il faut que l'auteur puisse toujours se regarder dans la glace, c'est-à-dire qu'il y a une démarche d'honnêteté à faire qui est nécessairement celle du romancier. Moi, j'aime bien cette expression de Kundera, j'en parle souvent. Il a cette expression, il dit le romancier ne doit de compte à personne, si ce n'est à Cervantes. C'est-à-dire que oui, il y a une liberté totale et en même temps, on doit intégrer et respecter tout ce qui a été écrit depuis le XVIIe siècle, en fait. Donc, on est aussi là pour transmettre des choses et pour intégrer ce qui a déjà été écrit avant nous. Donc, liberté et respect. Voilà, c'est peut-être les deux mots, les deux lignes de conduite à avoir quand on est romancier. Alors, il y a beaucoup de références littéraires dans votre roman aussi. Est-ce que Jack London est un auteur important pour vous? Alors, plus que London, c'est le livre Martin Eden, en fait. Oui, parce que vous le citez. Mais je pense que c'est un livre important pour tout grand lecteur et pour toute personne qui écrit, puisque c'est l'histoire d'un romancier en train de se construire, en fait, mais jusqu'au tragique. Et je pense aussi que c'était particulièrement adapté de faire lire ce livre à Simon Casse, ou en tout cas des extraits de ce livre, parce que justement, il est dans la même démarche, Simon, c'est-à-dire que lui aussi est un jeune garçon qui se construit par le biais de l'écriture et avec cette démarche de s'adresser à quelqu'un. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais Simon s'adresse directement au lecteur. Alors, il ne sait pas à qui il s'adresse en particulier, mais il s'adresse au lecteur. C'est-à-dire qu'en gros, il espère être lu, il espère que sa démarche de confession ne sera pas une bouteille perdue dans l'océan et qu'elle sera lue par quelqu'un. Et puis, ce roman Martin Eden, je ne veux pas trop dévoiler de choses, mais la fin du roman, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, c'est probablement la phrase la plus lumineuse, je pèse bien mes mots, la phrase la plus lumineuse sur le passage à la mort. En fait. Ce moment où la lumière s'éteint
Eh bien, les quelques phrases de Jack London là-dessus, c'est moi, j'ai jamais rien lu de plus puissant. Alors, est-ce qu'il y a des choses assez troublantes aussi par rapport à l'identité? Parce que donc Simon est troll et il a un pseudo, on le donne, oui, ça ne changera rien, c'est Blurryface. Et donc, par moment, il ne sait plus qui il est, s'il est Simon ou s'il est ce Blurryface. Ouais. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est en filigrane, c'est aussi une quête de soi, ce roman? Et une quête, bon, on a dit le fil de l'intime, la quête familiale. Est-ce que aussi la question d'identité et de vérité est quand même très présente aussi dans votre roman? Est-ce qu'on peut dire que c'est une quête de soi? Est-ce que c'est la quête de Simon Cass aussi? Ouais, d'autant plus que il a donc une structure familiale très instable, donc il a eu, je crois, du mal à se construire. Et en fait, ce pseudo qu'il se donne, Blurryface, donc ça veut dire le visage flouté, quoi. Ouais. Au départ, ça vient du fait que sa mère, qui est devenue une superstar de séries policières, a cette obligation de promotion sur les réseaux sociaux et donc de faire des selfies tout le temps et de se montrer sur son compte Instagram, Facebook, machin truc. Et elle a aussi l'obligation contractuelle de se montrer avec son fils, qui est à l'époque jeune adolescent. Donc en fait, cette super actrice et super commissaire de police a aussi cette injonction d'être une super mère et de l'exhiber sur les réseaux sociaux. Mais, on va dire pour préserver l'intimité de son fils, elle lui floute la gueule sur toutes les photos. Donc en fait, Simon grandit dans l'ombre de sa mère superstar. Il grandit lui-même, même on peut dire qu'il se voit grandir sur les réseaux sociaux au fil des mois et des années, mais toujours avec le visage flouté. Ce qui n'est pas idéal, je trouve, pour construire son identité. Alors c'est la façon qu'a le romancier aussi de trouver une image justement pour montrer ses difficultés de construction. Mais oui, vous avez raison, il a toute cette période de l'adolescence où il n'arrive pas à se construire, et notamment dans le rapport à ses parents, qui est quand même essentiel pour grandir, il n'arrive pas à trouver sa place. Et donc finalement, ce personnage d'ado à la gueule floutée, il va en faire une sorte d'étendard, enfin, il va en faire son identité. Le fait qu'il ne sait pas qui il est, il en fait son avatar sur les réseaux et il va partir de là pour se lancer dans cette espèce de grande croisade destructrice, c'est-à-dire je répands des fake news et des horreurs sur le net. Il devient un autre en s'inventant cet avatar de jeune ado au visage flouté. Est-ce que vous auriez pu inclure le métaverse dans votre roman? Vous ne l'avez pas fait, parce que c'est un petit peu ça quand même, se créer un avatar, se créer... Pourquoi vous l'avez... C'était pas votre... Je pense que je ne suis pas entré trop dans le détail de ce qui se passe sur Internet, c'est-à-dire j'ai jamais nommé Facebook, Oui, c'est vrai. Twitter, Instagram, je ne suis jamais allé trop dans le concret, aussi parce que c'est des choses qui évoluent très vite, qui se démodent très vite, et j'avais envie que mon roman soit plutôt intemporel euh, par rapport à la modernité, par rapport au monde numérique. J'avais envie aussi que du point de vue géographique, même si on comprend qu'on est en France, j'avais envie qu'on puisse se projeter dans une fable à l'échelle européenne. Donc j'ai essayé de trouver la bonne distance entre la fiction et la réalité et de ne pas être trop concret en fait. C'est Aussi, vrai. j'avais très peur je voulais davantage rester dans la fable et j'avais très peur de verser dans la science-fiction, qui n'était pas du tout le projet. Donc, Non, je alors je voulais vous pas rassure, trop. ça l'est pas, hein. Ça l'est Ouais, pas. mais c'est assumé, c'est-à-dire que, par exemple, je voulais pas me dire, OK, dans 10 ans, de quoi auront l'air nos smartphones? Est-ce qu'on en aura encore? Est-ce qu'on aura des écrans virtuels? Est-ce qu'on aura des trucs greffés dans la peau? J'ai pas du tout voulu rentrer dans ce trip-là, en fait. Et finalement, le seul élément, dès le début, dans les premières pages, qui indique qu'on peut être dans quelques années, c'est qu'on se fait livrer nos produits Amazon par drone livreur, en fait, donc ils tombent du ciel. À partir du moment où j'ai injecté cette petite indication qu'on était probablement dans quelques années, je me suis arrêté là. Et tout le reste, en fait, ce n'est pas du tout de la science-fiction et ça pourrait se passer aujourd'hui.
Ouais, mais parce que je crois que vous avez écrit ça comme ça, qu'on vivait dans un présent perpétuel. Le présent est quand même très important aussi dans ce livre et acte bien que c'est pas un livre de science-fiction. Ça, je rassure nos amis lecteurs. La dystopie, on l'oublie, c'est juste un mot sur la quatrième de couve. C'est vraiment un roman sur la création, sur le pouvoir de l'écriture. Ça, c'est vraiment très important de le dire. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi en filigrane, c'est qu'il y a deux personnages qui n'en sont pas. C'est l'histoire avec un grand H et justement la littérature, qui sont aussi deux personnages de votre roman très importants. Mhm. Ça, c'est vraiment... et ils ont un rôle très puissant dans le livre. Ouais, on pourrait dire que finalement, cette prise de pouvoir par le populisme, cette évolution, cette prise de pouvoir par les trolls, ça c'est le décor du roman. Mais vous avez raison de dire que les personnages centraux, c'est l'histoire, c'est-à-dire notre mémoire collective, et la littérature. Et donc, évidemment, ce n'est pas par hasard si le décor principal du roman, là je parle du décor Ouais. concret du livre, c'est la Bibliothèque nationale en fait. Mm. C'est-à-dire, c'est ce lieu où tous les éditeurs et tous les imprimeurs ont, depuis plusieurs siècles, l'obligation d'envoyer un exemplaire de chaque livre imprimé dans ce pays, et la Bibliothèque nationale garde tout ça. C'est-à-dire que la BN est la mémoire littéraire et historique de notre pays, et c'est donc le lieu auquel on peut, j'ai envie de dire, auquel on peut s'accrocher quand on sent qu'on est en train de perdre la mémoire ou quand on sent qu'on est en train de perdre nos racines. Et donc, Simon, qui se confie, qui écrit dans le livre de son père, je crois qu'il ne pouvait pas travailler dans un autre endroit, en fait. Après, ce n'est pas un décor que j'ai choisi tout de suite, par exemple. Ah, C'est plutôt un décor qui m'est venu... en fait, je suis allé travailler à l'ABN pendant la phase de préparation du roman. Donc, j'avais pris la carte de chercheur, donc qui permet d'accéder au rez-de-jardin, c'est-à-dire cette espèce de cathédrale de béton, d'acier, de verre, où il y a des chercheurs qui travaillent sur leur papier, sur leur ordinateur, avec cette espèce de murmure permanent, comme ça, parce qu'il ne faut pas parler trop fort. Et quand j'ai travaillé là-dedans, c'était très clair, en fait, que Simon devait commencer à écrire là. Donc, au moins pendant quelques semaines, je me suis totalement confondu avec mon personnage. C'était une bonne façon de lancer l'écriture. J'ai commencé à écrire les premières pages du roman à l'ABN pour m'immerger totalement dans la même situation que mon personnage. vous voulez dire que la bibliothécaire qu'il y a dans votre roman, elle existe vraiment? Euh, c'est un mélange de plusieurs personnes, mais je ne l'ai pas trouvé à la BNF. Et elle aussi, c'est un personnage assez, on ne dira rien, on laisse au lecteur le plaisir de découvrir, parce que la bibliothécaire a un rôle très très important aussi dans dans ce roman. Oui, Euh, elle est importante, mais en fait, c'est un personnage qui est très cliché au début. ouais. C'est-à-dire que c'est un cliché de bibliothécaire avec une espèce de vieux gilet en forme de serpillière, des grosses lunettes, et Simon l'appelle la vieille chouette. Je veux dire, je ne pouvais pas faire plus cliché, en fait. On C'était la visualise volontaire. bien, hein. C'était pour faire en sorte qu'au fil du roman, elle s'incarne de plus en plus, parce que là où justement elle est un cliché aux yeux de Simon, hein, il ne faut jamais oublier que le roman est écrit à la première personne, donc tout est vu à travers ses yeux. Donc au début, c'est juste une silhouette, en fait, un cliché, et puis finalement, au fur et à mesure qu'ils vont faire connaissance et nouer une relation, elle va devenir un vrai personnage, une vraie personne, en fait, et elle-même va lui ouvrir la porte sur tout un tas de chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, dont Martin Eden de Jack London. Alors, il y a aussi la question de mémoire. À travers le texte du père de Simon, il y a aussi un devoir de mémoire, parce que ce livre est assez important, puisque ce sont des camps, des questions de tziganes. Alors, vous en parlerez mieux que moi, mais c'est ça, hein, c'est un devoir de mémoire. Et ce livre est plutôt, on veut le mettre. Donc, on a mis au banc le père de Simon, et ce livre, on a envie qu'il ne ressorte pas, finalement, quelque Oui, part. c'est ça. J'aime bien cette phrase de Margaret Atwood quand elle écrivait, quand elle préparait La Servante écarlate. Elle disait, je vais me tenir à cette règle, je n'invente rien dans La Servante écarlate. Donc elle dit, je n'ai rien inventé dans ce roman,
je suis allé chercher des choses qui existaient déjà, donc pas à l'échelle d'un pays comme elle l'a décrit dans La Servante écarlate, mais par exemple, elle a pu trouver ça dans la presse pour décrire des choses qui se passaient dans des sectes aux États-Unis. Moi, je me suis finalement, j'ai respecté la même règle. Et donc, cette question de la mémoire nationale, c'est une question qui est centrale depuis plusieurs mois en Europe et en France, à travers ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle. Et quand vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour qui nous explique pendant des mois sur tous les plateaux de télé de France que Pétain a sauvé tous les Juifs de France, c'est un mensonge historique qui vise à réécrire notre histoire nationale. Alors là, c'est tellement grossier, on trouve toujours des historiens pour corriger et pour dire c'est faux. Mais c'est très pervers parce que les historiens, quand ils répondent à ce genre de mensonges, ils disent c'est complexe comme question, donc on a besoin d'un peu de temps pour expliquer la complexité de la Seconde Guerre mondiale, la complexité de ce qui s'est passé. Et donc c'est une lutte qui n'est pas facile parce qu'on a des gens qui sont des spécialistes, qui peuvent avoir un discours un peu universitaire. Et face à ça, on a un populiste qui, en gros, en 3 phrases, repeint toute l'histoire de France. C'est difficile de répondre à ça. Et finalement, le roman a cette fonction-là aussi, de montrer la complexité des choses, de montrer la complexité des réponses à apporter au populisme émergent. Je veux dire par là que nous, en tant que romanciers, on a cette chance extraordinaire d'avoir plusieurs centaines de pages à notre disposition pour dire « c'est compliqué ». Mon roman, il est complexe, il est dense, je ne peux pas le résumer en un tweet. Je ne peux même pas le résumer en 3/4 d'heure de discussion avec vous. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai besoin de plusieurs centaines de pages pour dire cette façon qu'on a aujourd'hui de manipuler nos mémoires, qu'elles soient individuelles ou collectives, eh bien, la réponse à apporter est une réponse complexe parce que le problème est complexe. Alors, je crois savoir que vous êtes dramaturge. Est-ce que ça vous a aidé dans la construction justement de ce roman? Oh, pas que de ce roman, en fait, le Oui. théâtre, je l'ai vraiment, j'en ai fait pendant 15 ans, j'ai écrit, j'ai joué, j'ai mis en scène et j'ai écrit pour le théâtre. Donc, ça a été mon école d'écriture. Ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris l'importance du décor, justement, et de la façon dont on peut faire évoluer un personnage dans un contexte, dans un décor. Ça m'a appris aussi le fait, aussi pour être passé sur scène, qu'un personnage, c'est non seulement un cerveau, mais c'est un corps aussi. C'est un corps, c'est une voix, c'est une façon de s'exprimer, c'est du coup des sensations, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, j'ai le vertige, j'ai faim. C'est des choses qu'on ne doit jamais oublier quand on construit un personnage. Et puis, ce que j'ai appris aussi au théâtre, en ayant la chance de travailler avec les comédiens qui incarnaient des personnages que moi j'avais inventés dans ma tête, c'est qu'un personnage, c'est aussi un fil de pensée et qu'il ne faut jamais rompre ce fil de pensée. Quand je voyais un comédien qui répétait l'une de mes pièces et qui avait du mal à faire un geste qui était écrit en didascalie ou qui avait du mal à dire une réplique, quand je voyais que la réplique sonnait faux, je comprenais que peut-être j'avais rompu ce fil de pensée. Alors, ça ne veut pas dire que le fil de pensée est simple et linéaire. Dans nos têtes, c'est toujours très emmêlé. Donc, la pensée peut être emmêlée, ça peut être pas clair, on ne sait pas trop ce qu'on raconte, on ne sait pas ce qu'on fout dans ce monde, mais le travail du romancier et du dramaturge, c'est de ne jamais rompre le fil de la pensée de ces personnages. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de ce que m'a appris le théâtre. Je disais ça parce que je trouvais que l'entrée de vos personnages, c'était pas très théâtral, mais on sent que il y a une maîtrise quand même quasi parfaite dans ce roman. Que ce soit la construction, l'entrée des personnages, tout ce qui s'imbrique, donc le devoir de mémoire, la quête de soi, la réécriture de l'histoire, tout ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est moi ce que j'avais écrit et ce que j'avais dit à votre éditrice, j'avais trouvé ça très brillant. Donc voilà, je vous le redis, c'est vraiment un livre sur le pouvoir de l'écriture qui est. J'en ai rarement lu comme celui-ci. Donc, moi, pour moi, c'est particulièrement réussi. Alors, pendant qu'on discutait, il y a Merci. des Mais il y a petits... quelque chose, Oui, allez-y. Pardon. pardon, ça a coupé. Il y a quelque chose d'assez jouissif aussi à bâtir cet édifice-là, en fait. Et finalement, tout se recoupe, c'est-à-dire que cette jouissance qu'a Simon à redécouvrir le sens des mots, je pense qu'elle vient de moi aussi. C'est-à-dire,
cette jouissance dont je parlais tout à l'heure, que moi j'ai eu à découvrir toute la variété du sens des mots sur les dictionnaires un peu complets, mais il y a aussi la jouissance de l'auteur à bâtir cet édifice un peu complexe, comme une espèce de cathédrale de mots, en fait. Et cette jouissance-là que j'ai à l'écriture, elle doit pouvoir se sentir et le lecteur doit la voir à la lecture. Alors tout à l'heure, vous avez donné une référence, donc j'engage nos amis lecteurs qui nous écoutent à aller sur le site cnrtl.fr, donc c'est le dictionnaire en ligne, vous allez voir, vous pouvez y passer des heures et c'est assez passionnant. Alors, il y a une première question, c'est Jean qui la pose. Pensez-vous qu'on perdra un jour on perdra le contact avec l'écriture? Ben, j'espère qu'on ne va pas perdre le contact avec l'écriture manuscrite. Restons-en là déjà, parce que je suis persuadé que notre cerveau et nos idées ne se développent pas de la même façon selon qu'on écrit à la main, c'est-à-dire selon qu'on forme, qu'on dessine les lettres, ou qu'on appuie sur une touche. Ce n'est pas la même chose. Prenons simplement l'exemple de la virgule. Quand on écrit à la main, dessiner la virgule, c'est un geste de retour vers ce qu'on vient d'écrire, vers le début de la phrase. Donc, c'est une respiration obligatoire qui nous fait aussi, qu'on soit en train d'écrire ou qu'on soit en train de lire, qui nous fait revenir vers ce qu'on vient d'écrire avant de poursuivre. Alors que quand on presse une touche pour la touche virgule, c'est une touche qui vaut toutes les autres lettres ou tous les autres signes de ponctuation, en fait. Et je crois vraiment qu'on n'écrit pas et on ne lit pas de la même façon selon que ça a été écrit à la main ou pas. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est important de garder ça. Ce n'est pas du tout passéiste. C'est important d'avoir les deux, en fait. C'est tout. Vous écrivez à la main ou pas vos romans? Vous les tapez directement? Moi, pendant un an et demi, en général, toute la phase de préparation, je remplis des carnets. J'écris à la main au stylo plume parce que ce côté presque charnel, en fait, est très important. Et ensuite, le texte lui-même, je l'écris à l'ordinateur, justement parce que ça va plus vite. Et donc, écrire à l'ordinateur me permet de suivre le rythme de la pensée, en fait. Et donc, de produire, de pondre ce premier jet. C'est important d'écrire vite, en fait, à un moment donné, en fait, pour suivre la pensée. Et après, on reprend, quitte à reprendre à la main ensuite, justement. Alors, ça c'est. Alors, j'ai pas de prénom. Est-ce dangereux d'ouvrir les portes de l'histoire avec un grand H, Alexis? Je crois que votre livre. Je ne sais pas, peut-être je ne comprends pas bien le sens de la question, mais c'est nécessaire d'ouvrir les portes de l'histoire, en fait. C'est nécessaire de les garder grandes ouvertes. Au contraire, parce que si on les referme, si on perd notre mémoire, à ce moment-là, c'est tout notre avenir qu'on assombrit. Donc, vous parliez tout à l'heure du devoir de mémoire. J'en parlais le week-end dernier lors d'une rencontre en librairie. Il y a quelqu'un qui me disait « Moi, je préfère l'expression travail de mémoire ». Et je disais « Ouais, c'est vrai, c'est même encore plus juste parce que ça implique un travail concret de la part de nous tous, en fait, pour un travail actif, pour connaître notre passé. » Bien sûr, c'est une phrase un peu cliché, mais elle est importante. Mieux savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va. C'est important, en fait. On ne peut pas, ce présent perpétuel dans lequel je situe le début de mon roman et mon personnage principal, ce n'est pas vivable. On a besoin de savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va. C'est impossible de vivre dans le présent perpétuel. Alors, Claude, qui est une habituée de nos rencontres, a une question. Avez-vous voulu alerter le lecteur sur les dangers d'une société qui risque de dériver et croyez-vous au pouvoir de la littérature dans ce domaine? Je crois que la société, elle dérive déjà depuis un moment, en fait. Et oui, ça pose la question de la place de la littérature dans le monde d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, le rapport au temps et le rapport à la longueur d'un texte. On peut pas exprimer une idée un peu complexe en un tweet. Ce n'est pas possible. La littérature, entre autres exemples, est là pour montrer toute la complexité d'une vie, d'une trajectoire et même d'un choix moral, par exemple. On a besoin de plusieurs centaines de pages pour montrer qu'à un moment donné, un personnage, imaginons qu'on écrit un personnage pendant la Seconde Guerre mondiale,
un personnage qui va faire le choix soit d'être collaborationniste ou d'être résistant. Ce choix moral, très difficile à faire, on a besoin de temps pour l'expliquer en fait et pour le partager avec le lecteur. Et ça, je crois que seule la littérature aujourd'hui le permet. Ce rapport au temps particulier qui est celui du romancier, c'est-à-dire que moi, produire un roman, ça me prend 2 ans, 3 ans, mais ce rapport au temps, on le partage aussi avec le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur qui va se plonger dans un livre, même de taille moyenne, c'est-à-dire de 300 pages, ça va lui demander un investissement en temps. Ça va lui demander en tout plusieurs heures, peut-être quelques 10, 15, 20 heures, mais qui s'étalent sur plusieurs jours. Donc, le lecteur se plonge dans le roman, il garde le roman en lui pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et ce rapport au temps est tout à fait essentiel. Et encore une fois, dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, où les se succèdent un peu comme des vagues et se recouvrent l'une l'autre et s'effacent même l'une l'autre, je crois que ce rapport au temps particulier du roman est absolument nécessaire. C'est important de continuer à défendre ça. Alors, je vais rappeler que c'est quand même votre 5e roman, hein. Vous n'êtes pas un primo-romancier, peut-être qu'on vous connaît moins, vous êtes plus confidentiel. Pourtant, vous avez été sur des listes de prix. Votre précédent roman, je vais le montrer, il est disponible au livre de poche. J'engage les lecteurs, s'ils ne l'ont pas lu, à le lire aussi. C'est Opus 77. Alors, vos précédents romans étaient plutôt vers le noir, polar. Là, donc Palimpsests, c'est pas du tout... vous le qualifieriez comment, votre roman de... Blanc, Qualifiez-les pas. noir, psychologique, ovni, littéraire. Moi, j'ai envie de dire ovni littéraire, hein, quand même, parce que voilà. Est-ce qu'on vous reverra dans le noir? Parce qu'il y a plusieurs questions dans ce sens-là. Est-ce qu'on reverra Alexis Ragoulot dans du noir? Enfin, je crois que vos lecteurs aiment bien quand vous écrivez le noir. Mais j'ai envie de dire que là, ce style-là vous va bien aussi. Et moi, je suis contente de vous voir aussi le côté blanc, blanc cassé, blanc, comment on pourrait dire? Je sais pas. Ben, je crois en tout cas que le genre ou le style d'un romancier, c'est quelque chose qui doit varier et qui doit s'adapter au projet et à ce qu'on a envie de dire en fait. Donc moi, j'ai aucun souci, et même depuis ma période de dramaturge, d'écrivain de théâtre, j'ai aucun souci à franchir les frontières parce qu'en fait, je cherche la forme la plus adaptée à chaque projet. Donc je continuerai à franchir les frontières. Peut-être que je reviendrai en arrière et que je reviendrai à un roman noir ou un polar. Et peut-être que je vais plutôt continuer en avant et puis changer de genre aussi. Pour moi, ce n'est pas ça qui fait l'unité de mon travail, en fait. L'unité, elle est plutôt dans les thèmes de recherche, justement, donc beaucoup le thème de la mémoire, le thème de l'histoire, les rapports entre réalité et fiction, la question du choix moral. Et ça, finalement, ce sont des questions qu'on peut explorer à travers différents genres. Il y a aussi un côté presque enfantin à jouer avec toutes les possibilités de la littérature. C'est tellement jouissif, en fait, de se dire, j'ai une liberté totale, je me trouve face à 5, 6, 7, 8, 10 portes, si je veux, et je peux ouvrir celle que je veux, celle du théâtre, celle de la dystopie, celle du polar, celle du roman historique, celle de la poésie un jour, peut-être, j'en sais rien. C'est ça cette liberté-là qui est extraordinaire et qu'il faut absolument garder. Il y a un lecteur qui rappelle que vous avez été énormément sélectionné. D'ailleurs, je crois que celui-ci est sélectionné pour le prix André Malraux, si j'ai bien tout lu. Que représentent pour vous ces prix, ces sélections? Oh, c'est un coup de projecteur. C'est un coup de projecteur. Quand on sort un roman fin août ou début septembre, c'est-à-dire lors de cette fameuse rentrée littéraire, ça veut dire qu'on sort au milieu de 400, 500 romans. Et donc, le prix littéraire, c'est une façon de mettre un peu de lumière et de faire ressortir le livre. Rien de plus, rien de moins, mais c'est déjà pas mal. Alors, on a parlé de littérature. Moi, j'aimerais bien savoir ce que lit Alexis Ragoulot. Est-ce qu'il a un conseil de lecture à nous donner? Oui, alors vous m'aviez dit que voilà, je pouvais présenter un livre qui me tenait à cœur. Et du coup, j'aimerais rapidement vous parler de ce livre-là. Donc, Sergueï Lebedev, La limite de l'oubli, c'est un roman qui a été publié en français il y a 8-9 ans à peu près, donc aux éditions Verdier.
À l'époque, c'était le premier roman de donc, cet auteur russe qui s'appelle Sergueï Lebedev. C'était son premier roman et justement, il a trouvé la parfaite distance, lui aussi, entre l'histoire de son pays, la Russie, et puis l'histoire intime. Donc, c'est l'histoire plutôt d'un jeune garçon qui, dans son enfance, avait une espèce de grand-père de cœur. Il n'était pas de sa famille, mais c'était un voisin, et puis ils sont devenus très proches, lui, le jeune adolescent, et puis ce vieux monsieur. Et un jour, le jeune garçon a été attaqué par un chien. Il a été gravement mordu, il a perdu beaucoup de sang, et on lui a fait une transfusion, et il a reçu le sang de ce grand-père de cœur, qui lui a donc sauvé la vie. Et un peu plus tard, ce garçon va réaliser que ce grand-père de cœur a été impliqué dans l'histoire tragique de la Russie, dans les camps, dans les goulags, mais pas en tant que victime, en tant que bourreau. Et donc, il va mener une sorte d'enquête. Il est devenu géologue en devenant adulte. Et il va mener une sorte d'enquête dans les camps en ruine pour essayer de comprendre, en fait, quel est ce sang qui coule en lui et qui lui a été transmis par ce vieux monsieur. C'est un roman, pour un premier roman, c'est absolument extraordinaire. Il en a écrit d'autres depuis, mais vraiment sur celui-là, il trouve un équilibre et une beauté, c'est extraordinaire. Et voilà, j'ai aucun problème à qualifier ce livre de chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, je remettrai la référence sous la vidéo sur notre page Facebook. Et notre partenaire, donc lecteur.com, fera une bibliothèque constitue une bibliothèque de tous les conseils de lecture des auteurs qui passent dans les rencontres. Donc, votre référence sera bien notifiée. Moi, mon conseil de lecture, le voilà. Donc, c'est Palimpseste. J'espère qu'on vous a donné envie de lire ce roman. Allez-y, comme a dit Alexis en début, n'ayez pas peur. La couverture intrigue, mais ne fait pas peur non plus. C'est très court et on plonge vraiment dans une histoire. Moi, je n'avais jamais lu ça. Et pour une fois qu'on parle du pouvoir de la littérature, de sa puissance et de ce qu'elle nous pousse à faire, j'ai envie de dire bravo et un grand merci Alexis d'avoir écrit ce roman. Donc avant de vous donner le mot de la fin, je vais rappeler à nos amis qu'on se retrouvera jeudi à 19h avec Christine Caillol pour son livre Un thé, L'amour est un thé qui infuse lentement, qui est paru aux éditions Hervé Choupin. Donc ça sera à 19h. Alexis, je vous laisse le mot de la fin et je remercie les éditions Viviane Ami de nous avoir permis cette rencontre numérique. Merci pour cet échange. J'espère qu'on a pu partager autour de ce livre. Et puis, surtout, il faut continuer à lire. Continuer à lire, c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Parfait. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne chance pour le prix André Malraux. On va suivre ça de très près. Et puis, à dans 2 ans pour le prochain, Alexis. Merci. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.